Depuis des millénaires, les hommes naviguent sur les mers et les océans de la planète. Mais les tempêtes et les guerres ont envoyé par le fond des centaines de milliers de navires. Et dans les abysses, ils sont restés inaccessibles aux archéologues. Jusqu'à aujourd'hui. Un nouveau robot ultra sophistiqué va révolutionner l'archéologie des profondeurs. Son nom, Ocean One K. Les robots aujourd'hui sont conçus pour voir, mais nous avons besoin de robots conçus pour agir. Pour la première fois, une mission franco-américaine va tester les capacités d'Ocean One K par grande profondeur. Prélever des objets, prendre de l'éclairage, filmer à l'intérieur d'une épave contemporaine, toutes les choses que l'on pourrait avoir l'ambition de faire en plongée par 20 ou 30 mètres, mais là on va lui demander à lui de le faire dans une zone où l'humain n'a pas sa place et où il n'aura jamais sa place. Les défis vont s'enchaîner pour le robot archéologue. Une série de 6 plongées sur des épaves jusqu'à 800 mètres de fond. Si Ocean One K réussit cette première mondiale, alors le grand musée des abysses s'ouvrira au monde. Comme Ocean One K, le navire de recherche high-tech du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, est notamment dédié aux épaves de grande profondeur. L'Alfred Merlin a été baptisé du nom du pionnier et fondateur de l'archéologie sous-marine. Il appareille pour une expédition inédite de 8 jours en mer entre Marseille et la Corse. À son bord, 28 personnes. Marins, archéologues, historiens et spécialistes en robotique. Le directeur du laboratoire de robotique de l'université Stanford en Californie a embarqué avec 4 de ses étudiants. Alors, comment ça se passe? Bien, je pense que c'est bon, on a tout assemblé. J'ai remarqué qu'ici, le faisceau n'était pas tout à fait au centre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Aux côtés d'Oussama Khatib, il se relaie jour et nuit pour veiller sur Ocean One K. Mes étudiants et moi, nous sommes là à préparer le robot pour cette aventure. OK, very good. Aujourd'hui, on va pour la première fois mettre le robot dans l'eau. Ce robot est un avatar d'être humain aux capacités exceptionnelles. Avec ses yeux, il nous donne la vision. Avec ses mains, il nous donne la toucher. Et à travers ce mécanisme, on va pouvoir toucher les fonds. L'effervescence est grande à bord du Merlin. Pas de place au doute. Vous pouvez mettre à l'eau là, on est en position, on va rester comme ça. Ok, c'est parti! Pour Ocean One, ce premier jour de mission est un véritable baptême de plongée. On pourrait dire que c'est le premier jour. En réalité, c'est peut-être le 1000e ou le 1500e parce que ça fait très longtemps qu'avec Oussama, toute l'équipe, qu'on préparait cette opération. L'équipe a choisi de l'immerger au large de La Ciotat, sur l'épave d'un avion P-38 de la Seconde Guerre mondiale. Le robot s'enfonce dans les eaux claires de la Méditerranée. 2 caméras stéréoscopiques sont placées dans ses yeux. Dans la salle de commande, Oussama porte des lunettes 3D. La vision en relief lui donne la sensation d'être à la place du robot.
D'un côté la réflexion, de l'autre l'exécution. Bouge la tête vers la droite. Ok, Ok, c'est bon. Un câble ombilical alimente Ocean One en énergie. Il assure aussi la communication avec le robot depuis la surface. Ouais, c'est par rapport à l'ombilical, là. Comment vous êtes bon ou je vous donner encore du mou, là? Comment ça rappelle? Là, on est bon parce qu'on est en train d'aller sous le bateau, donc pour l'instant, normalement, il n'y a pas de, ça ne doit pas tirer. Robot à 24 mètres. 24 mètres. Après 15 minutes de descente, le robot atteint 40 mètres de profondeur. Il va être là-bas à 10 mètres. Voilà, super. Rotate. Oh, ok. C'est bon, on l'a trouvé. C'est Donc, c'est génial. bon, le robot est au voisinage immédiat de l'épave, là. On l'a devant nous. L'épave de l'avion repose à l'envers. Un P-38, engin mythique utilisé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans un appareil de ce type que Saint-Exupéry a disparu en mer en juillet 1944. Donnez 5 mètres d'ombilical, s'il vous plaît. 5 mètres d'ombilical. Ok, reçu 5 mètres. Pour cette première plongée, les scientifiques veulent faire évoluer Ocean One à proximité d'une superstructure qui ne risque pas de l'endommager. Tu fais une rotation doucement. On y est presque. Oussama Khatib le rapproche d'une des hélices de l'avion. Il cherche à sentir les objets grâce au capteur installé dans les mains du robot. More down. Descends, stop. Ok, en avant. Sa capacité à ressentir par le toucher les objets sous l'eau est un atout extraordinaire. Ok, I touch it. Ok, je l'ai touché, je le sens. Put your hand. Mets ta main, tu vas le sentir aussi. Ah ouais. Oh, on l'a touché. Cela permettra à l'équipe, plus tard dans la mission, de piloter Ocean One afin qu'il se saisisse de pièces archéologiques dans les profondeurs. Ce simple contact réveille une histoire vieille de 70 ans. L'avion, qui repose par le fond dans la baie de Saint-Cyr-sur-Mer, est donc un P-38 Lightning, bimoteur monospace de l'US Air Force. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ces appareils sont utilisés pour la chasse, l'attaque au sol, l'escorte à longue distance de bombardiers et la photographie aérienne. Voilà l'avion qui repose aujourd'hui en baie d'Élec. Voilà, c'est le Gentleman, c'est celui du sous-lieutenant Greenup, Harry Greenup, qui avait 22 ans en 1944. Philippe Castellano a rejoint l'Alfred Merlin pour assister à cette plongée. C'est un historien spécialiste de l'aviation. Donc il était basé où, cet avion? Le Gentleman dépendait du 14e Fighter Group de la 15e Air Force. La base du 14e Fighter Group était Triolo, à environ 20 km au nord-est de Foggia, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Le 22 janvier 1944 se déroule le débarquement sur les plages d'Anzio, au sud de Rome. Oui. C'est une catastrophe. Les Alliés vont piétiner jusqu'au mois de mai. Ils ne vont pas avancer. Pour quelle raison? D'abord parce que les forces ennemies ont été réunies là. Ensuite, parce que toutes les nuits, les bombardiers allemands décollent pour pilonner sans relâche les plages d'Anzio. Les forces alliées se doivent de riposter. Le 27 janvier 1944, 70 quadrimoteurs B-17 américains, les fameuses forteresses volantes, sont escortés par des P-38. Ils se regroupent à la verticale de la Corse, à 4000 mètres d'altitude, prêts à fondre sur l'aviation ennemie. C'est dans le ciel de Provence que tout se joue. Les 27 P-38 se retrouvent face à plus de 40 chasseurs allemands. Une nuée de Messerschmitt 109 et Focke-Wulf 190, des chasseurs monoplaces,
équipés de canons de 20 mm et de mitrailleuses, étaient là, en embuscade. La chasse américaine a baissé les bras. Ils n'ont pas pu, ils se sont fait laminer. Ils ont pris la route de Salon-de-Provence au retour. Ouais. Ils sont allés sur Aix-en-Provence et tu passes en plein milieu de la baie de la Ciotat. Un B-17 est fauché en plein vol et 2 P-38 sont portés disparus. Harry Greenup réussit un amérissage parfait. Alors qu'il tente de regagner la côte à la nage, il est récupéré par une vedette allemande en patrouille dans le secteur. En hommage au sous-lieutenant Harry Greenup, Ocean One poursuit l'exploration de l'épave de son avion. Là, ça ne va pas être gêné. J'arrive pas à descendre assez. C'est ça, Philippe. Hein. Look, on va toucher le... Okay, On est trop bas. Recule. Attention, quand on a vu l'épave, c'était l'émotion, c'était incroyable. Il pleure parce qu'il ne veut pas sortir. Ce projet nous a aussi donné plus d'informations sur le comportement du robot avec les courants, avec le fait que le robot est attaché, et comment manœuvrer autour d'un bateau. Donc tout ça, c'était très, très intéressant. Le baptême de plongée du robot est un succès. Congratulations. Merci. En avant, on est bon là, ça va là? Oui, partout? Okay, Maintenant, now tu you can descends, go down. doucement, Slowly. doucement. C'est bon? C'est bon. Alors, on avait choisi cette première plongée qu'on peut considérer comme facile, hein, parce qu'on est sur 40 mètres de fond. C'était volontaire. La météo a ajouté une singularité auquel on ne s'attendait pas, mais c'est parfait. Parce que de toute façon, les conditions optimales à la mer, voilà, on sait que ça n'existe pas. À peu près tout ce qu'on voulait checker, vérifier si tout se passait bien, y compris d'ailleurs le processus de mise à l'eau, de récupération. Parce que bon, il y a ici beaucoup de roboticiens qui travaillent en laboratoire ou en piscine, mais pas du tout expérimentés à un bateau et ses contraintes environnementales. Pour moi, c'était la première fois en conditions réelles de tester la vision en 3D. Au début, il faut un peu s'acclimater. Mais quand on a compris comment ça marchait, qu'on a trouvé le bon angle de vision, je trouve que c'est assez remarquable. On retrouve le sentiment comme si on était soi-même au fond. Or, l'objectif d'Ocean One Kay et de sa famille, parce qu'il y en aura une, l'avatar d'archéologue sous-marin, c'est de faire en sorte qu'un jour on puisse travailler par très grande profondeur, là où l'humain n'a absolument pas sa place, mais où précisément, en travaillant, on finira par oublier qu'on n'est pas soi-même dans l'eau. La première étape de la mission archéologique est franchie. Elle fait suite à une aventure initiée en 2014 par l'archéologue Michel Lourd, alors directeur du DRASM, et Oussama Khatib,
directeur du laboratoire de robotique de l'université Stanford. Le premier robot humanoïde pilotable à distance, Ocean One, est né en Californie. 2 mètres d'envergure, 280 kilos et une tête avec 2 yeux équipés de caméras offrant à l'opérateur une vision en relief. Mais la particularité révolutionnaire de ce robot, c'est d'être équipé d'une technologie sensible à la pression, le Haptic Device. Des capteurs de force installés dans les mains du robot restituent cette force dans les bras de l'opérateur. En 2016, Ocean One sort de sa piscine américaine et rejoint la France pour un premier test en mer. Il plonge à 100 mètres de profondeur, sur l'épave de la Lune, un vaisseau de Louis XIV, et réussit à se saisir d'un objet archéologique. La mission est une première, et c'est une réussite. Mais ce premier robot ne peut dépasser les 100 mètres de profondeur. Les scientifiques conçoivent alors un robot humanoïde plus performant, baptisé Ocean One K. Il est susceptible d'atteindre 1000 mètres de profondeur. La tête en premier. Sur la tête en premier, les bras vont pendre. En ce deuxième jour d'expédition, l'enjeu se fait plus spécifique. Je pense que tu vas partir. Cette fois-ci, l'équipe scientifique veut tester les capacités d'Ocean One K à utiliser des outils et à réaliser des prélèvements. Je te dirais plus à gauche ou plus à droite. Ok. Stéphane, place-le à gauche. Pour cela, il faut une grande précision et assez de force dans les mains pour saisir les objets. Les chercheurs ont donc équipé le robot d'un autre type de main doté de 4 doigts et fonctionnant à la manière d'une pince. Cette nouvelle mission s'effectue sur l'épave d'un avion récent qui repose à 60 mètres de profondeur. Après 20 minutes de descente, Ocean One K se présente face à ce Beechcraft Baron. Cette fois-ci, les scientifiques ont corsé l'exercice. Le robot est muni d'une perche terminée par une boîte en plexiglas. Oussama va chercher à s'emparer d'un oursin parmi la colonie qui a élu domicile sur les ailes de l'avion. Ok, en descente. Oui, va à gauche. Un peu plus bas. J'espère qu'on va pas le faire tomber. Va à droite. À droite. Je vais la voir. Non, ne bouge pas les mains. Descends. Un peu plus et en avant. Ah, il est tombé. Je l'ai perdu. Après plusieurs tentatives, il faut se rendre à l'évidence. L'exercice est trop difficile, la boîte est inadaptée et Ocean One échoue. L'archéologie des abysses n'existera réellement que lorsque l'archéologue qui a l'habitude de travailler dans 20 mètres d'eau avec des bouteilles sur le dos ne se sentira brimé par rien et pourra étudier à 500 ou 1000 mètres de fond de la même manière une épave. Si on doit réduire ses prétentions, c'est qu'on sort du champ de l'archéologie, on sort de la discipline scientifique que je souhaite pratiquer.
un peu compliqué avec l'ouverture de la porte. Allez, je reprends. Ocean One va maintenant tenter d'introduire une caméra fixée au bout d'une perche dans la carlingue du Beechcraft. Manipuler des objets sera l'une des opérations à accomplir au cours de ces missions en grande profondeur. Forward. Down. Avance un peu ou ça va? Non, alors très difficile maintenant, c'est très dangereux. Mais si j'avance trop vite, je le casse aussi de vraiment très loin là. Un peu sur la gauche. Je filme l'intérieur, mais on risque de toucher. Je suis dedans. Et bon, t'es posé contre la jambe là, tu risques rien. Donc tu Ne bouge plus. as ton corps dessus. Hein. Les difficultés de pilotage du robot se révèlent déjà à cette profondeur de 67 mètres. Le câble ombilical s'accroche dans les structures de l'avion. Non, t'es en train de t'accrocher. Oui, c'est parce qu'il faut aller un peu plus haut. Non, non, pas plus haut, faut pas monter. Le robot, lui, est pris sous l'empennage, et de l'autre côté, t'as le haut de l'ombilical qui est pris dans la gouverne. T'es pris à deux endroits. Là. Donc, tu vas à droite et tu descends. C'est génial. Je veux dire, ça fonctionne. J'arrive pas à le croire. On peut même voir les cadrans. Cette seconde mission n'a pas été un véritable succès. Ocean One n'a pas eu le temps nécessaire pour filmer l'intérieur du poste de pilotage. On va remonter quelqu'un pour le rinçage du treuil. Ocean One remonte. L'opération a néanmoins permis à l'équipe de s'entraîner et de mettre en évidence les risques à éviter. Alors que le bateau est de retour au port de la Seine-sur-Mer, une mauvaise surprise attend scientifiques et techniciens. En vérifiant le robot, ils constatent que son bras gauche ne fonctionne plus. Sur le pont, c'est la mobilisation générale. Il faut absolument qu'Ocean One soit opérationnel dès le lendemain matin pour la 3e journée de la mission. Heureusement, vers 5 heures du matin, l'humanoïde retrouve sa tête. Il est fin prêt pour la suite de l'aventure. Pour cette 3e mission, l'équipe a décidé d'effectuer une plongée sur l'épave d'un sous-marin coulé en 1943, le Proté, qui repose par 125 mètres de fond, à 20 000 des côtes de La Ciotat. Les historiens de marine ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour comprendre les causes de ce naufrage. La réponse viendra peut-être d'Ocean One et de ses successeurs. Car pour les archéologues, travailler à plus de 100 mètres de profondeur est extrêmement compliqué et périlleux. Seuls quelques professionnels aguerris plongent à ces profondeurs en respirant des mélanges gazeux. Mais ils ne peuvent rester très longtemps au fond. À la différence des plongeurs sous-marins, le robot n'a pas besoin d'oxygène ni de palier de décompression. Son temps d'immersion n'est donc pas compté. Pour cette mission plus profonde, Ocean One doit être assisté d'un autre robot, Hilarion. Il peut éclairer, filmer et photographier jusqu'à 500 mètres de profondeur. La première étape pour nous, c'est de descendre avec le robot photographe cinéaste sur le site pour vérifier l'état des lieux au cas où il y aurait des nouveaux filets de chalut ou des choses comme ça qui sont des pièges mortels pour les robots. Et dès qu'avec Hilarion, on aura vérifié tout ça et en fonction des conditions, on pourra mettre
Ocean One Quay à l'eau. Larguez-le! L'épave que nous allons reconnaître, c'est un sous-marin, donc c'est toujours un peu singulier. Hein. Et finalement, quand on parle d'épave, tout le monde pense à un bateau. Et puis, on trouve aussi des cités englouties, des avions, des submersibles. Et là, c'est beaucoup plus intriguant. Hilarion a commencé sa descente. C'est maintenant au tour d'Ocean One Quay de se mettre à l'eau. Les deux robots doivent garder leur distance pour ne pas emmêler les câbles qui les relient à la surface. « 110 pour l'Europe, 110. La gueuse est à 102. Ocean One à 85. Ocean One a dépassé sans problème la barre des 100 mètres. Et après 40 minutes de descente, il parvient enfin devant l'épave du sous-marin déjà éclairée par Hilarion. L'imposante structure métallique du Proté, longue de 92 mètres, est posée sur le fond. Les submersibles sont des bateaux très particuliers parce qu'ils ont vocation à être sous l'eau. Ce qui fait que lorsqu'on les trouve posés comme ça sur le fond de la mer, on a toujours l'impression d'une bête au repos, dont on sait qu'elle est mortellement blessée et dont on se dit que, par un coup de baguette magique, elle pourrait se remettre à voyager. En mai 1943, 6 mois après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, le Proté est engagé aux côtés de 5 autres sous-marins pour libérer la France occupée. En décembre 1943, il a pour mission d'épauler les soldats de l'armée secrète britannique dans la région de Cassis. Il appareille d'Alger pour une patrouille au large de Marseille, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Georges Millet. Mais à compter du 20 décembre, il disparaît des radars et ne donne plus aucun signe de vie. Le 9 janvier 1944, le Proté est déclaré disparu avec 74 hommes à son bord, dont 3 Britanniques. Le mystère demeure jusqu'en avril 1995, date à laquelle le Proté est repéré par des pêcheurs et identifié par une équipe de la société Comex. Le kiosque et les aériens du sous-marin sont endommagés. Le canon, lui, semble intact, comme le reste de la coque. Des concrétions recouvrent le Proté entièrement et lui confèrent des allures de vaisseau fantôme. Les causes du naufrage restent mystérieuses. Torpille, tir de l'aviation allemande ou simple problème technique. Certains historiens ont évoqué la possibilité d'une implosion à l'endroit du kiosque, provoquant l'éjection du panneau de fermeture. D'autres ont avancé l'hypothèse d'une torpille lancée depuis un sous-marin allemand lors d'un face-à-face. D'autres encore ont évoqué la possibilité d'un champ de mines allemand en surface. Aucune de ces hypothèses n'a pu être vérifiée. Pour l'heure, ce tombeau d'acier reste scellé, sans livrer ses secrets.
79 ans plus tard, Ocean One Quay se présente face aux sous-marins français. La perche dont il est muni lui permet de ne pas endommager ses mains lors d'un contact accidentel avec cette coque rugueuse et abrasive. J'ai besoin de voir la main gauche. Je vais le toucher comme ça. L'objectif de cette mission est avant tout de documenter l'état de l'épave et d'en filmer et photographier tous les angles. La rouille ronge inexorablement l'épaisse carcasse du Proté. C'est peut-être l'une des dernières opportunités de le contempler avant qu'il ne se dégrade totalement. Les images rapportées sont précieuses pour les historiens, comme pour les familles des 74 disparus dans ce sous-marin. J'ai toujours eu l'idée que possiblement des témoins sont demeurés vivants encore un bon moment après, protégés par des caissons étanches, et que certains ont pu envisager de livrer à la postérité, à leur famille, un témoignage écrit dans le temps de vie qui leur restait. Et j'ai toujours eu alors à la fois ce sentiment que les marins sont faits pour disparaître en mer, ou y demeurer lorsqu'ils sont morts en mer, et l'idée que peut-être qu'on laisse échapper là quelques témoignages de gens qui ont eu confiance dans l'avenir pour que ces lettres écrites à bord aient été transmises, soit transmises un jour à leur famille. Les historiens n'ont jamais retrouvé de témoignages. Le fils de l'un des marins du Proté a longtemps cherché à savoir où repose le corps de son père. Je m'appelle Christian Lecléache, je suis le fils d'Eugène Lecléache, natif du Guilvinec, dans le Finistère. À 18 ans, il s'est engagé comme gabier dans la Marine nationale. Petit à petit, il a fait sa formation et a terminé quartier-maître de manœuvre. Il s'est retrouvé à Beyrouth, puis à Alexandrie. C'est là qu'il a rencontré ma mère et que je suis né en 1943. Mais voilà, c'est la seule photo que nous avons tous les trois. Mon père, ma mère et moi, 25 ans, 23 ans et quelques mois. Je suis donc né au mois de mars. Et mon père est parti en mission au mois de juin. Et donc mon père, je ne l'ai pas connu. Le 20 décembre 1995, Christian Lecléache a enfin pu faire le deuil de ce père qui lui a tant manqué. Une cérémonie d'hommage aux disparus du Proté a été organisée sur les lieux du naufrage. Et c'est là que je me suis dit, mais mon père est là. Alors que j'avais vécu toute ma vie dans un souvenir. Mais là, j'avais un père et il était au fond de la mer. Je n'ai pas connu mon père, mais la découverte de l'épave du Proté me le restitue. La météo annonce un fort coup de vent sur la Méditerranée. Ok, moi jet stoppé. Le capitaine décide de traverser vers la Corse au plus vite. Allez hop, on peut commencer à virer, cap au sud. La mission ne peut s'autoriser une journée de retard. Ce 4e jour d'expédition est consacré au baptême du grand large de l'Alfred Merlin. Le Drasme, la plus vieille institution du monde dédiée à l'archéologie sous-marine, s'est doté d'un nouveau navire high-tech adapté aux explorations au long cours. Il mesure 46 mètres de long pour une largeur de 10,80 mètres et pèse 420 tonnes à pleine charge.
Ces impressionnantes mensurations ne l'empêchent pas d'être un navire éco-responsable. Sa coque, en matériaux composites, est 2 fois plus légère que son équivalent en acier. Construit à La Ciotat, l'Alfred Merlin est baptisé à Marseille en juillet 2021. Pour une meilleure maniabilité, il dispose aussi des innovations technologiques les plus abouties. L'Alfred Merlin, c'est vraiment un navire de son époque. C'est un enfant de la balle d'aujourd'hui, c'est-à-dire né de l'évolution de l'archéologie qui de plus en plus se tourne vers les épaves de très grande profondeur. Il bénéficie d'un système de positionnement dynamique. Il a 2 propulseurs d'étrave et à l'arrière, il a 2 shuttles. C'est donc des appareils qui aspirent l'eau et le rejettent en tournant à 360 degrés. Il peut se positionner le long d'un quai et rentrer latéralement. Il peut se maintenir à la mer en dépit de la houle et quasiment jusqu'à 25 nœuds donc de vent de travers. Il va rester extraordinairement stable, exactement à la verticale du point où nous travaillons. Ce navire embarque également un PC robotique de 6 postes de commande. Il a donc toutes les structures informatiques et techniques qui permettent de mettre à l'eau des submersibles habités et des robots. Pour l'heure, la météo est clémente et l'Alfred Merlin fait route vers la Corse à une vitesse de 11 nœuds, soit 20 km/h. Toute l'équipe profite de ce 4e jour d'expédition pour se reposer et reprendre des forces après le rythme soutenu des 3 précédentes missions. Sans compter que la suite de l'expédition promet d'être encore plus intense. L'Alfred Merlin arrive au port de Bastia au milieu de la nuit. Et il était temps. Bien que réputée tranquille, la Méditerranée est en réalité l'une des mers les plus dangereuses au monde. Les tempêtes se lèvent en un instant et peuvent se révéler violentes. En ce 5e jour de mission, navire et équipage sont contraints de rester abrités au port. Et cette inaction pèse sur le moral de l'équipage. À de rares exceptions près, le mauvais temps en Méditerranée ne dure jamais longtemps. Le matin suivant, la mission se poursuit dans les eaux corses. Les prochains défis sont de taille. 3 étapes, toutes situées en grande profondeur. Cette fois-ci, l'équipe veut envoyer le robot sur une épave datant de l'époque romaine. Aleria 1. Elle a été découverte en 2012 par Guido Gay, un roboticien et explorateur italien des grands fonds. À tous, on est arrivé à la verticale de l'épave Aleria 1. Mais tu vois, là... Pour cette première fouille archéologique d'Ocean One Quay, Franca Cibeccini prend la direction des opérations. Cette plongeuse archéologue du Drasme, responsable du littoral corse, est une spécialiste des épaves antiques. On a 3 zones. Là, il y a des amphores, donc je pense que ça va être un peu plus fastidieux pour le robot. Ce bateau romain n'a pas été choisi au hasard. Aleria 1 a déjà fait l'objet de plusieurs campagnes d'études grâce à des images fournies par des robots. Celui-là, c'est pareil, c'est des poteries qui sont plus grandes, mais on peut le prendre, des lampes comme ça, des poteries comme ça. Donc. La cargaison de l'épave est composée de milliers de lampes à huile et de vaisselle en céramique de la région de Rome et d'amphores venus de toute la Méditerranée. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problème d'accès. Grâce à la photogrammétrie réalisée en 2015, Aleria 1 a livré quelques-uns de ses secrets. Les amphores sont encore bien ordonnés à l'une des extrémités du navire.
Plusieurs rangées de lampes sont aussi parfaitement empilées au centre de la cale, malgré le passage de nombreux filets de pêche de grande profondeur. Lors de sa traversée de la Méditerranée, Aleria s'est sans doute fait surprendre en pleine mer par une tempête. Lourdement chargé, le bateau n'a pu résister aux monstrueuses vagues déferlantes. Il a dû embarquer une impressionnante quantité d'eau et a sombré. Après une descente vertigineuse, Aleria a percuté le sol marin. Le bateau s'est ouvert en deux et la cargaison a protégé la partie de la coque qu'elle couvrait. Ce navire a fait naufrage au cours d'un trajet qui le conduisait des côtes romaines vers la ville d'Aleria. C'est bientôt l'heure de vérité pour l'équipe scientifique et les robots. Première opération, on descend Hilarion, nous on regarde un peu le site, on vérifie le courant et on positionne l'objet qu'on veut prendre. À rapport de cet objet, on déplacera le bateau pour se retrouver dans ce cas de figure. La caisse ici, Hilarion de toute façon sur son flanc et on travaille sur l'objet qui est ici. Là, tu peux faire le treuil, tu fais la mise à l'eau. Après, pour la descente, il y a un moment, je peux prendre le relais à l'ordinateur. Pour cette plongée, Hilarion est sollicité. Mais un autre robot intervient également. Et il est indispensable. Conçu par un expert de la robotique, Vincent Creuse, du laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, Arthur est une merveille de technologie. Il peut descendre jusqu'à 2500 mètres. Il est équipé d'un aspirateur de sédiments, d'une griffe pour faire des prélèvements, d'une caisse pour y déposer des objets, et d'une caméra pour effectuer des photogrammétries et filmer en très haute définition. Et bien entendu, d'éclairage très puissant. Ce sont autant d'atouts dédiés à l'exploration profonde. Alors, le programme d'archéologie des abysses, c'était de développer les outils qui permettent de prolonger le geste de l'archéologue, là où l'archéologue ne plonge plus. Les robots, il faut les penser vraiment comme des couteaux suisses. Ce sont des outils qui ont été développés justement pour leur polyvalence et dont tout l'intérêt est leur polyvalence. C'est une plongée qui va être extrêmement complexe. D'abord, c'est une première aussi pour Ocean One qui va atteindre une profondeur supérieure à 330 mètres. On va lui demander une mission un peu complexe, de ramasser du mobilier, de le mettre dans un panier. Et en plus, on va essayer de marier plusieurs machines qui vont travailler en même temps, qui vont se coordonner. Gérer simultanément la descente de 3 robots est en soi un challenge pour toute l'équipe. Mais l'enjeu est aussi dans leur résistance aux grandes profondeurs. Hilarion et Arthur sont déjà bien rodés, mais le risque est important pour Ocean One, car à plus de 300 mètres, au moindre problème technique, ils ne pourraient pas être sauvés par un être humain. Le succès de cette opération délicate dépend de la parfaite coordination de l'équipe technique. Tu procèdes par un premier mouvement de 4 mètres, stand-by pour que l'ombilical se redétende, et un deuxième mouvement de 4 mètres. Après 1 heure de descente, Arthur se pose sur le sol marin, tel un engin spatial sur le sol lunaire. Ocean One Quay le rejoint. C'est une première pour le robot archéologue. Il va évoluer sur un site parsemé d'obstacles. Des pièces archéologiques précieuses, vieilles de 2000 ans. Il devra s'emparer, non pas d'un, mais de plusieurs vestiges, de poids, de tailles différentes et très fragiles. Et cette fois-ci, l'échec n'est pas une option. Franca, tu es à 1 mètre de la zone de prélèvement.
Là, tu as des lampes juste sous la main gauche. Oui, mais je vais essayer de prendre le potier. Ok. Je peux lâcher maintenant? Je pense, pour moi, oui. C'est bon, elle est dans la caisse. Bingo. Ouais. C'est là, c'est juste là. On l'a dans Il l'axe. faut que tu te tournes maintenant sur la gauche. Regarde, 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 regarde. In the middle. Bravo, ça va. Les scientifiques, roboticiens et archéologues n'auraient pu rêver mieux. Pour sa toute première fouille archéologique, Ocean One Quay a prélevé sans dommage 4 pièces romaines par 330 mètres de fond. Ce coup d'essai est un coup de maître. Retirez, juste doucement, doucement. Cette plongée a aussi permis d'identifier les modifications à réaliser sur les mains pour obtenir encore plus de précision. Mais pour les archéologues, la satisfaction est totale. Ah, celle avec les palmes. J'ai dit, il y a des petits motifs. Les palmiers, ouais. Ça, c'est toujours les parois fines des Roms. C'est une petit pot à une anse d'une production, encore une fois, des Roms. Hein. C'est probablement un atelier qui s'appelle Atelier della Celsa, du lieu géographique où il a été trouvé à Rome. Après des années, Ocean One a réussi l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire récupérer un objet archéologique fragile et le ramener à la surface, le mettre dans un panier et nous permettre de le récupérer. Donc on a récupéré 4 objets. Les 4 étaient tous les 4 des objets fragiles, des lampes et un pot à parois fines. Donc pour nous, l'objectif fixé est pleinement réussi. Alors nous avons trouvé ces morceaux de bois. C'est très très rare d'avoir du bois sur les épaves à grande profondeur parce que normalement les sites ils sont recouverts d'amphores et la coque est tout en bas, en profondeur, couverte par plusieurs couches de matériel. Pour nous c'est intéressant, on va faire des analyses pour déterminer les espèces. On voit qu'il est travaillé sur plusieurs faces. Et on ne pourra pas aller plus loin, mais c'est intéressant pour nous. La première lampe que nous avons récupérée, c'est une lampe à disque, mais elle porte un timbre qu'on a vu jusqu'à là, qui sont tous du même potier, Lucius Muniatius File. Et celui-là, ça ne sonne pas du tout, même si on a du mal à le lire, on est même producteur de lampes. La deuxième lampe à médaillon est ornée de palmes autour de l'orifice d'alimentation. Cette décoration est typique des réalisations de l'atelier de Munatius. Et la troisième lampe que nous avons récupérée, c'est une lampe qui est décorée. Et cette fois-là aussi, nous avons déjà repéré ce type de décoration. C'est une masque de théâtre, c'est un motif décoratif récurrent pour l'époque romaine. On le retrouve partout, dans les mosaïques, dans les peintures, dans les fresques. Le timbre du potier Lucius Muniatius File est un repère chronologique très pertinent. Il permet de dater la fabrication des lampes à huile et le naufrage d'Aléria. Ce navire a fait naufrage précisément autour du 130 après Jésus-Christ. On est vers la fin du règne de l'empereur Hadrien. On a une datation assez précise, comme si on avait retrouvé des monnaies à bord. Aussi fragiles qu'ils puissent paraître, les vestiges antiques ne sont pas les plus menacés. Une épave romaine, lorsque le bois est gorgé d'eau, la cellulose disparaît, le sédiment s'engouffre et couvre l'épave. Finalement, elle arrive à un état de stabilité qui peut durer de manière très pérenne. En réalité, les épaves métalliques qui sont en élévation sont autrement plus menacées
parce qu'elles sont attaquées par la corrosion. Le métal se dévore à raison d'environ 1 cm d'épaisseur par siècle, ce qui va quand même très vite sur des bateaux qui sont construits parfois avec de fines plaques de tôle. Et donc, en réalité, on pourra étudier 2000 ans après une épave romaine et probablement 200 ans après, on n'aura plus aucune possibilité d'étudier une épave métallique parce qu'elle aura été détruite par la houle, par le courant et par la corrosion jusqu'à s'écraser sur elle-même. Les archéologues sous-marins font ainsi preuve de mémoire en collectant des milliers d'informations, tant qu'il est encore temps. À l'avenir, d'autres chercheurs pourront aussi avoir accès à ces données, bien après la disparition de ce pan d'histoire de la navigation. En ce 7e jour d'expédition, Ocean One va justement plonger sur une épave métallique, le Francesco Crispi, l'un des navires réquisitionnés par la marine italienne durant la Seconde Guerre mondiale. Ce paquebot à vapeur a été transformé par l'armée pour servir au transport de troupes. À Gênes, en avril 1943, il embarque 1250 jeunes recrues à destination de Bastia pour y combattre la résistance corse. Ils n'y arriveront jamais. L'Alfred Merlin fait route vers le point du naufrage. Ocean One Quay va devoir plonger jusqu'à 500 mètres de profondeur. Sa structure sera soumise à une pression de 50 kg par centimètre carré. Franca Cibeccini connaît bien cette épave pour l'avoir étudiée avec Michel Lourd lors d'une prospection archéologique en 2015. On va descendre les robots en séquence. C'est-à-dire, on commence toujours avec Hilarion. La première partie, test de la caméra dans la fissure et après, prospection. On va mettre le robot à l'eau. Tout va bien ? Pour effectuer cette 5e mission, un plongeur équipe le robot d'une caméra fixée au bout d'une longue perche. Aujourd'hui, nous allons utiliser les bras du robot pour pénétrer à l'intérieur de l'épave, avec une caméra. Et donc nous allons filmer et rapporter des images que probablement personne n'a encore jamais vues. Pour les 3 robots, cette plongée est celle de tous les dangers. Ocean One est relié à Arthur par sécurité, mais aussi pour bénéficier de sa vitesse de descente. Hilarion, Arthur et Ocean One empruntent 3 parcours différents, afin d'éviter que les 500 mètres de câble ne s'en mêlent. Une fois sur site, ils se regrouperont pour opérer. Dans cette zone-là, parce que comme c'est cassé partout, c'est difficile. Bon les copains, on arrive nous dans pas longtemps là, on est à 415. 500 mètres, Hilarion, 500. Éclairé par les lumières d'Hilarion et d'Arthur, le spectacle est féerique. Après plus de 70 ans de recherches infructueuses, cette épave a été découverte en 2015 par Guido Gay. La même année, elle a fait l'objet d'une expertise du DRASM qui a confirmé l'identification du navire. Il faut 1 heure de descente aux 3 robots pour parcourir les 500 mètres qui les séparent du fond.
cette plongée doit donner l'opportunité de collecter de nouveaux indices sur la détérioration des épaves métalliques en grande profondeur. Pour Ocean One, l'enjeu est encore plus délicat. Il ne faudrait pas qu'en tentant d'introduire sa caméra dans la brèche du navire, il ne provoque une catastrophe en touchant cette coque rongée par la corrosion. Ces structures contemporaines, elles continuent à être dévorées. Et là, en l'occurrence, par des bactéries, ce qu'on a pu voir sur le Bismarck, ce qu'on a vu sur le Titanic, et d'ailleurs, ces bactéries qui mangent le métal, qu'on a appelé Alomonas titanicae, ces fameuses bactéries qu'on a identifiées sur le Titanic et qu'aujourd'hui, on sait reconnaître sur les structures métalliques perdues par grand fond. Mais ça accroît naturellement le danger de la mission, puisqu'à tout moment, ces structures peuvent s'effondrer. On ne sait pas où se trouve le point de rupture du métal. Les images sont saisissantes. L'énorme carcasse du bateau est posée à plat sur le fond marin. Au fil du temps, le Francesco Crispi est devenu le refuge de nombreuses espèces marines, dont une grande colonie de coraux. D'énormes mérous des profondeurs et des congres impressionnants sortent par les hublots des cabines et les fenêtres des salons. Et 3 espèces de coraux abyssaux ont poussé sur les structures métalliques. Dans la salle de commande des robots, un lourd silence s'est installé. Personne ne peut oublier que cette épave est le tombeau de plus de 900 jeunes soldats italiens. Mais le temps de plongée est compté. Il faut se ressaisir. Ocean One Quay doit se mettre au travail. L'objectif est de faire le plus d'images possible. Elles seront utiles à la marine italienne pour mieux comprendre le déroulement du naufrage. En avril 1943, ce paquebot de la mort, comme le nomment les historiens, a quitté Livourne en Italie pour rejoindre Bastia. Le bateau à vapeur navigue d'abord en ligne droite vers sa destination. Entre la Corse et l'île d'Elbe, il est repéré par un sous-marin britannique, le Saracen. Soudain, l'équipage aperçoit un sillage de torpilles sur le côté tribord du bateau. Le paquebot se met à zigzaguer pour ne pas être une cible facile. La seconde torpille, envoyée par le Saracen, atteint le Crispi par le milieu, près de la porte des machines. Immédiatement, les moteurs s'arrêtent. Sur sa lancée, le navire poursuit sa course avant de l'interrompre subitement. C'est alors qu'une 3e torpille atteint le Crispi à la hauteur de la cale. Le coup de grâce est porté 1 minute plus tard par une 4e torpille. Le Francesco Crispi se cabre et sombre en l'espace de 15 minutes. Au moment où le transatlantique percute le fond marin, il s'ouvre en deux au point d'impact de l'une des torpilles. Ce 20 avril 1943, sur les 1250 marins embarqués, 900 perdent la vie dans des conditions effroyables. Cette épave italienne est encore marquée dans sa chair de métal par la tragédie qui s'est jouée là. Les naufrages emportent dans l'abîme les navires et avec eux, l'histoire des hommes. Devant la maquette du Francesco Crispi, Franca Cibeccini et Barbara Davide discutent des enjeux de cette mission. Certo, pensa alla tragedia,
Barbara Davide est la responsable de l'unité d'archéologie sous-marine de l'Institut italien pour la conservation et la restauration. Le souvenir de ce naufrage et de cette bataille est longtemps resté très vivace. Aujourd'hui, peut-être grâce aux recherches que vous menez, il sera possible de raviver auprès des jeunes générations la mémoire de ce moment de l'histoire italienne, mais aussi de l'histoire européenne, car beaucoup d'entre nous ont été impliqués dans cette guerre. L'archéologie sous-marine est un excellent moyen de faire connaître l'histoire aux jeunes. Barbara attend beaucoup des images de cette mission pour poursuivre son devoir de mémoire. Mais concentrée sur l'objectif à atteindre, Oussama laisse échapper la caméra des mains du robot. Il n'est pas la peine, il va falloir qu'on redéfinisse. On va la prendre. Seul, à 500 mètres de profondeur, Ocean One Quay doit maintenant récupérer lui-même son précieux matériel. Joli, bravo. Il n'y a qu'un doigt, hein. Il n'y a qu'un doigt. Non. Merde. Ah, pardon. Attends. Vas-y, refais-le. Je vais essayer autrement. Là, c'est mieux. Il est un peu au-dessus. Là, tu y es. Là, tu y es. Oui, je l'ai. Là, tu le tiens. Et maintenant, on remonte. La deuxième tentative est la bonne. Plus de peur que de mal. Ocean One peut maintenant s'approcher de la cassure au milieu du flanc bâbord de l'épave. Les opérateurs redoublent de vigilance pour éviter tout nouvel incident. Ok, la caméra va rentrer, attention. Oh, super. On essaye là de rentrer dans les salons. Oui, dans les salons. Enhardis par cette action réussie, les scientifiques veulent envoyer le robot dans l'une des coursives du Crispy. Ce couloir du pont supérieur permet l'accès aux baies vitrées des grands salons. Michel, on va rentrer par la deuxième porte. Tu veux rentrer là? Attends-nous alors. Oui, on t'attend, bien sûr. On va rentrer en descendant. Ça va être juste, hein? Oui, c'est très juste, vraiment. Si le robot venait à se coincer dans les garde-corps, il serait difficile, voire impossible de le récupérer. C'est la première fois que je le vois éclairé. Mais une nouvelle fois, Ocean One s'acquitte de la tâche avec brio. Je vais ressortir en marche arrière. Le succès de cette expérimentation marque une nouvelle fois un tournant historique pour l'archéologie sous-marine des abysses. Bravo à tous. Super boulot. Michel, on l'a fait. Carton plein. Je suis super content. De pouvoir rentrer dans une épave comme celle-là, qui est une cathédrale d'acier,
extrêmement dangereuse du même coup, et pouvoir quand même s'affranchir de ces risques, le faisant avec plusieurs machines simultanément, ramener tout ça à la surface sans difficulté et déjà se projeter dans l'avenir en disant qu'est-ce qu'on fait sur la prochaine qui va être encore plus profonde, oui, c'est très très satisfaisant. On ne doutait pas que ce serait difficile et de fait ça l'est. Difficile, certes. Mais Ocean One a encore réussi une première mondiale. Aujourd'hui, on a pu toucher le Crispy. Je suis tellement fier d'être le premier homme à toucher le Crispy à 500 mètres de fond. C'est merveilleux. Merci mon bonhomme. La fin de la mission approche. L'Alfred Merlin a quitté les eaux corses. Là, pour vous signaler qu'on est en position et on va attaquer les travaux et on va engager la colonne 2. Oui, d'accord, c'est tout bien noté du sémaphore, je vous remercie. Dans la baie de Cannes, Ocean One Quay va tenter un record du monde. Atteindre la profondeur incroyable de 850 mètres. Nous arrivons à la fin de l'expédition. Après avoir effectué des plongées à 40 mètres, 150 mètres, 350 mètres, 500 mètres, aujourd'hui c'est une nouvelle étape qui n'a jamais été atteinte par ce robot ou par un robot ayant la capacité de manipulation. Et nous sommes très excités à l'idée d'atteindre un tel objectif avec ce robot. Si le DRASM et l'université Stanford réussissent à relever cet ultime défi, la mission Ocean One Quay sera un véritable succès. Toutes les années passées et l'argent investi pour développer ce prototype seront récompensés. Michel, Oussama et toute l'équipe sont tendus. Les énormes pressions à cette profondeur peuvent perturber le fonctionnement du robot. Ocean One à 600 mètres, 600. Et là, on est à 790 mètres. Après 2 heures de descente, l'humanoïde parvient à la profondeur abyssale de 850 mètres. Je veux descendre et toucher là, vers là. Et donnez-moi le contrôle des mains. Et du corps aussi. Je veux juste le déplacer un peu vers la droite. Je suis en face de vous et je pivote doucement. Là, on te voit avec ton câble sur le flanc. Tu descends, tu es juste en face de nous. Là, devant toi, Vincent. Je ne peux pas descendre plus. Dans nous. Pour marquer cette conquête des abysses, Ocean One a emporté une plaque portant la mention « Le premier contact d'Ocean One avec le plancher abyssal ». Un nouveau monde immense à explorer pour l'humanité. On est au fond. On est au fond. C'est incroyable. Qui est à 850. Ouais, on est à 850 mètres. C'est super. Ok, sur le pont, Ocean One est à 850 mètres. On va le remonter là parce que probablement il coule. Ouais, une petite minute, on essaye de voir, de comprendre ce qui se passe pour Ocean One et on va monter. Là, ça va être très compliqué de le remonter. On va se prendre le pilonnement là, ça va être dur. J'espère que c'est l'ombilical qui est ouais. Ça va être très très pénible. Au moment d'effectuer sa remontée, Ocean One ne répond plus aux ordres. Ses créateurs ont de nouveau des sueurs froides après le moment de bonheur du record de profondeur. On va coincer dans quelque chose. Il est à la même profondeur qu'il est posé dans la vase. Il est impensable, alors que tout a réussi, qu'Ocean One reste au fond.
La meilleure solution, c'est que si tu bouges toi, on va voir si ça le tire un peu. Oui, c'est ce qu'on va faire, mais je vais être sûr. Si je tire et que j'arrache, tu sais, si le bateau il monte et que t'es coincé. Non, mais ça va, doucement, vas-y doucement. J'ai retrouvé le contrôle. Yeah, cool. Okay, great. Ocean One Quay a bien mérité son titre d'archéologue des abysses, même s'il lui faut encore progresser dans les années à venir. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est un prototype purement expérimental. Si on regarde ce qui a été fait depuis la Première mondiale qu'on avait réalisée en 2016, les progrès sont quand même étourdissants. C'est comme ça que fonctionne la recherche, c'est de se fixer de nouveaux objectifs tout le temps. Il y a un chemin, il est très long parce que aussi on a le défaut de, lorsqu'on approche de nos rêves, on en conçoit de nouveaux. De ta base, tout va bien pour le faire. Il y a un moment, on a le droit d'être content. Ocean One is not only a technology. Ocean One n'est pas seulement un objet technologique. Il contribue réellement à l'exploration de la culture et de l'art et à l'étude de nombreuses questions sociétales. C'est ce que l'on retrouve dans toutes les plongées que nous avons effectuées. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de ce robot. On sent qu'il y a un lien entre l'opérateur et la machine qui interagit avec le monde. Bravo! Bien joué, mon gars. Ocean One est venu à Cannes. Et voilà, il retourne avec le Palme d'Or! La mission a été un succès. Elle confirme l'apport exceptionnel de l'innovation technologique aux recherches archéologiques et à la connaissance historique. Comme le Proté, Aleria 1 ou le Francisco Crispi, plus de 3 millions d'épaves reposent au fond de l'eau, dont un grand nombre à des profondeurs abyssales. Grâce à leurs avatars d'êtres humains, les scientifiques ont désormais un accès privilégié au monde oublié ou disparu. Le DRASM et l'université Stanford ont ouvert un nouveau chapitre de l'archéologie sous-marine. Et ce n'est qu'un début.